Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode que j'ai mis un peu de temps à vous sortir. J'étais en déplacement la semaine dernière et je ne me suis pas bien organisée pour vous le publier dimanche comme d'habitude, mais je suis là et on va aborder l'impact de l'environnement sur notre vie. Alors, pas l'environnement au sens de la planète écologique, mais l'environnement au sens social, lieu de vie, etc. En mode dis-moi où tu vis, avec qui tu traînes et je te dirai qui tu deviendras. Voilà. C'est ça le programme. Il y a une citation que j'aime beaucoup et que j'ai déjà lue plusieurs fois, mais vous savez, ça vous l'a peut-être déjà fait. Parfois, on lit des citations, elles nous parlent sur le moment, mais un jour, on la comprend vraiment. Et notre lecture est complètement différente parce que souvent notre niveau de conscience a bougé depuis la dernière fois qu'on l'avait vu, ou parce qu'on est en train de vivre une période qui est complètement en alignement avec cette citation. Bah, c'est un peu celle-ci avec celle que c'est un peu ça avec celle que je vais vous partager. Cette citation, elle dit: «Quand une fleur ne pousse pas, on corrige son environnement, pas la fleur». Notre environnement, il a un impact très souvent invisible, mais monumental sur la qualité de notre vie, sur nos pensées, notre psyché, sur nos croyances, les croyances sur la vie ou sur nous-mêmes, sur nos ambitions, sur ce qui est possible, sur nos rêves, sur notre confiance en nous, sur notre valeur, sur notre estime de nous-mêmes. Ça, je le sais en fait depuis longtemps, mais ça m'est vraiment revenu comme un boomerang ces derniers mois. En fait, depuis l'enfance, j'ai compris que l'environnement avait un grand pouvoir, qui pouvait vraiment nous affecter dans le bon comme dans le mauvais sens, mais je pense que c'était assez inconscient, mais quelque part je le savais et d'ailleurs, je suis partie très tôt du foyer familial, pas vraiment par choix, c'est la vie qui a fait que, je me suis émancipée rapidement et dès que j'ai pu, j'ai voyagé. Je suis très vite devenue indépendante et j'ai changé d'environnement parce que j'étais dans un je baignais quand même dans un environnement, hem, de plus en plus, toxique qui m'aurait pas permise, en fait, de devenir celle que je suis aujourd'hui si j'étais restée là où j'étais. Et en fait, c'est tout simple. Vous allez passer 6 mois, je prends un exemple comme ça au hasard. Passez 6 mois avec 4 millionnaires et vous aurez des chances de devenir le cinquième. Et à l'inverse, vous passez 6 mois avec 4 personnes négatives qui mangent que de la fast-food, qui, ne bougent pas, qui font pas de sport et qui choisissent chaque jour la médiocrité, et ben, vous serez aussi le cinquième. C'est tout simple en fait, mais c'est flagrant. Et en psychologie sociale, il y a quelque chose que l'on appelle l'effet Pygmalion. Ça a été théorisé par deux chercheurs américains, Robert Rosenthal et Lenore Jacobson, dans les années 60. En fait, ils ont mené une expérience au sein d'une école primaire, dans l'expérience pendant laquelle ils ont expliqué aux enseignants qu'ils allaient faire passer un test aux élèves et que ce test allait leur permettre d'identifier les élèves qui ont un potentiel intellectuel élevé. En fait, ce test, il est bidon, sauf que les enseignants, ils ne le savent pas, évidemment, c'est un peu l'effet placebo. Donc les chercheurs, ils sélectionnent au hasard quelques élèves en disant aux profs que ces élèves-là avaient le potentiel en fait d'exploser tous les scores cette année et qu'il allait falloir leur apporter une attention toute particulière. Résultat des courses, les élèves qui ont été tirés au sort, ils ont progressé beaucoup plus vite que les autres élèves de la classe. Et à votre avis, pourquoi? Parce que les profs ont eu des attentes positives envers eux, parce qu'ils sont partis du postulat que ces élèves avaient du potentiel intellectuel plus élevé. Donc, ça est venu influencer leur attitude, leur manière de parler à ces élèves, leur manière d'enseigner, de motiver. Et les élèves qui ont été tirés au sort ont fini par devenir ce que l'on attendait d'eux, tout simplement. L'effet Pygmalion, c'est ça. Et c'est tout le temps dans notre vie, en fait. Morale de l'histoire, les attentes des autres, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent modifier nos comportements et nos performances sans qu'on ne s'en rende compte. C'est subtil, mais c'est vraiment très puissant. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. En fait, le simple fait de croire en quelque chose va augmenter les possibilités que ça se réalise. Et croire dans le potentiel de réussite d'une personne face à une action donnée, face à un objectif qu'elle s'est fixé, ça suffit déjà pour obtenir un effet positif sur le résultat. Je vais prendre un exemple qui peut parler à pas mal de monde. Quand on a envie de se lancer à son compte en indépendant, parce que c'est très à la mode en ce moment, et qu'on est dans
une carrière ou dans un job solide, soi-disant parce qu'en CDI avec une sécurité financière et cetera et qu'en plus dans l'entourage, ben, personne n'est entrepreneur, que tout le monde se satisfait d'un emploi stable au même endroit, même si ça ne leur plaît pas, parce que c'est confortable et que c'est sécurisant et que vous arrivez et vous annoncez que vous allez vous lancer à votre compte, que vous quittez votre emploi actuel, bah, il y a des chances qu'on vous dise: «Non mais t'es fou, t'as bien réfléchi. Non mais t'es inconscient, tu vas tout perdre» ou le fameux: «Non mais moi je connais quelqu'un qui s'est lancé, il a fait faillite au bout de 2 mois» ou «Il a tout perdu, au bout d'un an», même pas. Je suis sûre que vous voyez très bien le genre de personne qui peut vous dire ça, et si vous n'en avez pas, ben, c'est très bien, ça veut dire que vous êtes bien entouré ou que vous avez fait un bon ménage. Et ben, en fait, cet entourage, il va projeter ses peurs, ses croyances sur vous. Alors que si vous décidez de vous lancer à votre compte dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec un entourage qui ne connaît pas ce nouveau monde, mais que vous décidez de rejoindre des communautés d'entrepreneurs qui sont dans votre ville, dans votre région, dans votre pays, etc., que vous rencontrez des gens qui font ce que vous aimeriez faire, l'énergie, elle va changer, c'est obligé. Il va y avoir des encouragements, on va vous dire ah mais génial, trop bien ton projet. Ce n'est plus du tout le même discours, ce n'est plus du tout le même langage, ça n'a rien à voir. Et c'est toute la subtilité de savoir baigner dans les bons endroits pour atteindre ses objectifs, pour réaliser ses rêves. On dit d'ailleurs souvent en entrepreneuriat et dans le développement personnel que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Et ben, des fois ça pique de se dire ça, mais franchement, en ce qui me concerne, c'est vérifié. Perso, je l'ai vu dans ne serait-ce que dans mes relations amoureuses. Mon tout premier copain, ça remonte à très, très longtemps, avec qui je suis restée 6 ans. Il avait une hygiène de vie déplorable. Il mangeait des fast-food toutes les semaines, il bougeait pas beaucoup, il se contentait de ce qu'il avait. C'était pas quelqu'un, d'ambitieux. Je jette pas la pierre aux gens qui n'ont pas d'ambition, c'est pas du tout ça. Il y a pas de bien ou de pas bien, c'est juste que ce n'est pas dans ma nature à moi. Donc forcément, il y a un décalage d'être avec une personne comme ça et du coup, aujourd'hui, quand je repense à cette période, ben, j'ai l'impression que c'était une autre vie. Bon, déjà, j'étais pas vraiment dans le développement personnel, comme on entend parler aujourd'hui. Mais je me dis: «Mais c'était pas moi, je me reconnais pas, en fait». J'avais pris, je pense 10 ou 15 kilos en étant avec lui. Je faisais pas de sport. Mon objectif, c'était de trouver un CDI pour payer des factures. Bonjour l'ambiance. Je continuais quand même mes études à côté. Je pense qu'une partie de moi devait savoir que cette situation ne pourrait pas durer et que les études allaient être ma porte de sortie. Et puis du jour au lendemain, j'ai décidé que c'était terminé. C'était quelqu'un de très gentil, mais pas beaucoup de caractère et puis accro aux jeux vidéo. Donc vraiment pas l'atmosphère dans laquelle je me projetais en fait et dans laquelle j'avais envie de continuer à vivre. Et bref, bon, chacun ses vices, hein, je suis pas parfaite non plus. Et quand j'ai arrêté, je me suis inscrite à une salle de sport, j'ai vécu seule à nouveau, j'ai perdu tous mes kilos parce que j'avais, une alimentation à nouveau équilibrée. J'ai reconnecté à mes rêves et à mes ambitions et je me suis rendu compte à quel point, en fait, cette relation m'avait tirée vers le bas. Et à l'inverse, j'ai eu une autre relation avec quelqu'un de très sportif, avec qui on faisait du crossfit ensemble. On allait courir, on se motivait. Lui, il était hyper discipliné, donc vraiment, son simple mode de vie m'inspirait et me motivait. Et c'est l'époque de ma vie où j'ai le plus bougé, où j'ai pété mes records personnels en termes de sport, où j'étais la plus fit, la plus sculptée aussi, parce que j'étais très sportive. J'avais tellement d'énergie, de vitalité et je me sentais trop bien dans mon corps et c'était une personnalité, courageuse et positive en face de moi et ça change tout. Autre exemple, quand je suis rentrée d'Australie en décembre dernier, ben, j'avais plus de chez moi en France parce qu'avant de partir, je vivais à Annecy et j'ai rendu l'appart que j'avais, en colocation et donc je suis revenue, chez ma mère, donc qui vit dans la ville où je suis née, dans ma région natale et mes parents n'ont jamais changé de région et j'ai personne dans ma famille qui a voyagé d'ailleurs, je suis une ovni, j'ai personne non plus qui est entrepreneur. Alors peut-être des ancêtres, hein, mais dans la famille vivante que je connais, personne ne voyage et personne n'entreprend. Et bref, je reviens aux sources. Je me suis dit, ça peut pas être un hasard, revenir exactement dans la ville où je suis née. Enfin bref, il y avait plein d'éléments qui étaient assez marrants à observer avec tout mon chemin. Et je me suis dit, il y a toujours un sens
quand notre boussole, c'est en grande partie la vie, qu'on se laisse guider, on comprend pas toujours forcément sur le moment, mais on finit toujours tôt ou tard par connecter les points entre eux quand on vit avec conscience et à mieux comprendre pourquoi on a pris tel ou tel virage, telle ou telle décision à tel moment. En tout cas, moi je l'observe beaucoup dans ma propre vie. Et bref, ce qui aurait dû durer, 1 ou 2 mois, de mon retour à rester chez ma mère, ça a duré 5 mois et je vais pas vous cacher que ça a été très difficile. Je Ça y est, je pars, mais ça m'a pris du temps et en fait, j'ai compris aussi pourquoi ça a été nécessaire parce que ces 5 mois ont été un chaos intérieur monumental, mais ça m'a profondément changée sur mon rapport à moi-même. J'ai été invitée à expérimenter tous les outils que je connais, tout ce que j'utilise en coaching, en accompagnement, sur moi-même, parce que des fois on le fait, et puis on oublie et puis à un moment donné, ben, des choses nous arrivent et on n'a pas le choix que de venir piocher dans tout ça et de l'incarner, en fait, et c'est ce qui s'est passé. J'ai dû accepter la lenteur, j'ai dû cultiver la patience et vraiment, vraiment travailler sur ma responsabilité et ma gratitude envers la vie. C'est venu me chercher très fort parce que, ces derniers mois, j'ai pas été dans un environnement qui corresponde à mes ambitions. Quoique j'ai quand même réussi à trouver une personne entrepreneur, quelqu'un d'ambitieux qui partage mes valeurs, donc n'importe où, on peut trouver ce qui match avec ce que l'on est, on attire ce que l'on est. Donc mais j'ai envie de vous dire, peu importe où vous allez dans le monde, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, dans votre propre environnement intérieur, il y a aucun lieu extérieur qui ne viendra guérir comme par magie ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Ça peut mettre en pause quelque temps, mais fatalement un jour ça reviendra et ce que vous tentez de fuir en changeant d'environnement saura se manifester à nouveau dans votre vie et je vous dis ça en étant quelqu'un qui a beaucoup vécu à l'étranger, qui a énormément bougé. J'ai eu l'illusion parfois que c'était bon, qu'il me suffisait de changer d'endroit et d'entourage. Non, pas du tout, ça reviendra, je vous le garantis. Et mes 5 derniers mois, ils ont été comme un reset très inconfortable. Je suis descendue vraiment très, très bas dans mes abysses, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut garder foi en la vie et en son cap et c'est dans ces moments-là que c'est difficile. Donc parce que en fait, la vie, elle sait ce qu'elle fait. Et c'est quand j'ai commencé à plonger en moi-même pour regarder mes peurs et mes incohérences en face, et ça je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, hein, et on a amené à le refaire encore et encore pour encore atteindre d'autres sphères de conscience. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à lâcher prise qu'il y a des nouveaux horizons qui se sont dessinés, pas avant. En fait, il y a les cycles de la vie et il y a aussi notre conscience, le libre arbitre toujours, et il faut apprendre à danser avec ces deux paramètres en bonne conscience et en bonne intelligence. Et c'est vraiment très inconfortable et c'est difficile. On va pas se le cacher, on va arrêter, de mettre des paillettes sur, tout ce travail de l'ombre qui n'est pas confortable. Qu'on se le dise, quand on fait tomber les masques de l'ego et qu'on se regarde en face avec objectivité et qu'on est face à toutes ces, peurs, toutes ces croyances limitantes, toutes ces incohérences, ce n'est pas facile de venir, changer, de venir switcher, mais c'est vraiment nécessaire et toutes ces épreuves-là sont des bénédictions sur notre chemin, même si sur le moment, on le voit pas du tout. On a envie d'être une victime et d'en vouloir à la vie. Mais je vous assure que toutes ces périodes que j'ai eues ont toujours été mais ultra bénéfiques sur mon chemin. Et quand même envie de vous dire que on finit fatalement par devenir le produit de son environnement quand on n'a pas le réflexe de travailler sur soi. Si l'environnement dans lequel vous êtes, il vous convient, pas de problème. Il y a pas besoin de se poser des questions là, où c'est pas nécessaire. C'est ça un peu que je reproche des fois au développement personnel, c'est de venir creuser à des endroits où il y a pas forcément de venir creuser parce que ça va bien. Ne cherchez pas des problèmes là où il y en a pas. Vous avez le droit d'être bien, heureux où vous êtes, on s'en fout de ça. Par contre, si c'est pas le cas, ben, danger, drapeau rouge. On a, souvent peur quand on prend une grande décision dans notre vie, quand on est à des carrefours et qu'on fait face à un changement. On sait que potentiellement, ça va être difficile de bouger et au final, avec du recul, si on observe les changements qu'on a déjà pu opérer dans notre propre vie, on y survit évidemment et on se réadapte même assez facilement à de nouvelles habitudes, à un nouveau rythme, à un nouvel environnement. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais fatalement, on finit par se réintégrer dans un nouveau décor à un moment donné et ça redevient une routine.
Il y a une autre expérience, controversée qui a été menée en 71 à l'université de Stanford et qui est assez, effrayante. Ça s'appelle en anglais Stanford Prison Experiment. C'est une expérience psychologique qui a été menée par le psychologue Philippe Zimbardo. Donc le but, c'était d'observer les effets psychologiques des rôles sociaux et en particulier ici ceux de prisonniers et de gardiens de prison. Du coup, il y a 24 étudiants qui ont été recrutés pour cette expérience. Des étudiants, lambda, hein, sans casier judiciaire, sans antécédents, psychiatriques, des personnalités sympathiques, sans histoire, quoi. Et l'expérience, elle consistait à participer à une simulation de prison, de l'environnement d'une prison. Et par tirage au sort, la moitié des étudiants ont été assignés au rôle de gardien et l'autre moitié au rôle de prisonnier. C'est une expérience qui devait, durer à la base 2 semaines et qui s'est arrêtée au bout de 6 jours. Heu et qui aurait même dû s'arrêter beaucoup plus rapidement. Ça a d'ailleurs été reproché à Zimbardo, le psychologue, en charge de cette expérience, parce que en fait, les étudiants, ils ont été plongés dans des conditions réalistes. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans les rôles de prisonniers, ils ont été arrêtés chez eux sans être prévenus et ils ont suivi, en fait, la procédure habituelle d'une arrestation. Ils ont vraiment été dans les conditions, des personnes qui se font arrêter et qui deviennent prisonniers. On leur a donné des uniformes, un numéro de détenu et ils ont été placés en cellule. Et en fait, l'arrêt prématuré de l'expérience, elle est due à la montée rapide des comportements abusifs de la part des étudiants qui avaient les rôles des gardiens et de la détresse psychologique des prisonniers. Et ce qui est flippant à observer, c'est que certains comportements ont émergé en moins de 48 heures. Certains étudiants, qui pourtant n'avaient aucun antécédent violent connu, ont commencé à devenir autoritaires, à devenir sadiques, humiliants et même cruels envers les étudiants qui étaient prisonniers. Et donc, les prisonniers ont commencé à se soumettre, à obéir, à perdre leur identité et à craquer psychologiquement. Et en très peu de temps, tout ça est arrivé et ils n'avaient pas, en fait, pour instruction d'aller aussi loin. Ils sont rapidement devenus ce que leur rôle leur demandait de devenir, en fait, par rapport à leur rôle qui leur était assigné, leur costume et en fait, l'ambiance générale, dans laquelle ils baignaient et ce qui faisait qu'on attendait d'eux qu'ils soient ces personnes-là. Et Zimbardo, le psychologue en charge, qui avait, le rôle de directeur de la prison, n'a lui-même rien vu venir et c'est d'ailleurs une chercheuse extérieure qui est intervenue pour lui faire prendre conscience de ce qui se passait, de la gravité de ce qui se passait et de l'urgence d'arrêter l'expérience. Donc cette expérience, elle démontre bien que l'environnement et ce qu'on entend toujours par environnement, hein, ce sont les lieux de vie, autant le chez soi que l'ambiance extérieure d'où l'on vit. Forcément, c'est pas la même chose, hein, quand on vit dans un HLM, dans une banlieue reculée, un bâtiment qui pue la pisse, quand on sort de chez soi, on est en alerte, on se sent pas vraiment en sécurité, que quand on vit, dans une petite banlieue tranquille, un quartier, résidentiel, dans un appart, tout cosy, tout moderne. C'est pas du tout, le même décor. Donc on parle de ça, mais aussi, les rôles sociaux et les attentes implicites autour de nous. Il y a des gens qui vont interpréter des rôles autour de nous, qui vont aussi avoir des attentes implicites envers nous et ça nous impacte dans le sens de l'environnement. Et en fait, tout ça, ça démontre bien à quel point ça a du pouvoir sur nos comportements et sur nos agissements. On peut très vite basculer, même les gens, hein, dits les plus équilibrés. Donc c'est vraiment important de venir se poser la question, quand on ne se sent pas bien dans sa vie: «Quel est mon décor aujourd'hui au moment présent?» Et d'oser vraiment y répondre avec honnêteté. Ça peut vous donner des indicateurs et des pistes de réflexion importantes pour changer et pour évoluer. Parce que vous avez beau l'adorer, cette copine que vous connaissez depuis toujours et c'est top, mais si vous êtes réaliste et que vous osez regarder les choses en face et que vous vous rendez compte qu'en fait, bah, cette copine, elle est super sympa, vous l'adorez, mais elle passe sa vie à critiquer tout le monde, elle vous rabaisse dès qu'elle peut pour se mettre en avant et qu'en plus elle a une hygiène de vie déplorable, et ben, il faut accepter de se dire qu'elle n'est peut-être pas bonne pour vous. Il y a souvent une sorte de loyauté envers des personnes que l'on connaît depuis longtemps, si longtemps en fait qu'elles font partie du décor. Mais si vous écoutez ce podcast, je sais que vous êtes comme moi sur un chemin de croissance et d'évolution personnelle, que vous vous remettez en question et que vous travaillez sur vous. Donc forcément, vous changez. Le ou la vous d'il y a 10 ans, il y a 5 ans ou même quelques mois en arrière n'est déjà plus la même personne que celle que vous êtes aujourd'hui ou celui que vous êtes. Pourtant, souvent, le décor ne change pas. L'environnement reste le même et ça devient piégeux.
Demandez-vous dans quel décor je baigne actuellement et est-ce que ça me convient? Incluez dans cette question, votre lieu de vie, appartement, maison et cetera, la ville et le village où vous êtes. Incluez les personnes avec qui vous avez le plus de contact. Quelles sont ces personnes? Vraiment enlevez les lunettes qui embellissent tout et enfilez des lunettes plus neutres et objectives, sans vous sentir coupable, même si vous appréciez ces personnes. Incluez aussi vos habitudes. Comment est-ce que vous mangez? Comment est-ce que vous bougez, tout simplement? Incluez, l'état d'esprit moyen des gens qui vous entourent en termes de croyances, d'énergie positive ou négative, de pensée et cetera et répondez franchement. Et si finalement tout est au vert, les voyants sont au vert autour de vous et que pour autant ça ne va pas, oui, là, ça va être important de travailler sur votre environnement intérieur, votre psyché, vos pensées, votre monde émotionnel et cetera. Mais je trouve que l'on néglige trop souvent l'environnement dans notre travail, sur soi, et je vous invite à écouter l'épisode 58 sur le triangle de Karpman au niveau des rôles et des jeux psychologiques dans lesquels on tombe souvent dans nos relations. Ça peut venir compléter cet épisode et aussi les épisodes 48 ou 61 sur les relations toxiques et les violences conjugales. Parce que je sais que moi, ça m'a fortement impacté sur mon chemin et ça m'a diminué. Un peu comme les prisonniers de Stanford, j'avais un bourreau et j'ai petit à petit perdu mon identité. Mais on peut la retrouver, c'est ce qui est positif. Donc avant de se quitter, petit rappel rapide de ce que vous pouvez faire, de ce qui est en votre pouvoir pour reprendre les rênes de votre vie et retrouver votre responsabilité si en ce moment vous ne vous sentez pas à votre place. Petit 1, déjà, faites un scan de votre environnement comme je viens de vous le dire. Est-ce que votre environnement vous tire vers le haut ou vers le bas? Et attention, petit drapeau rouge, soyez bien honnête avec vous-même. Parce que je sais qu'il y a une tendance aussi qui peut se manifester, c'est que certaines personnes peuvent choisir inconsciemment de rester dans un environnement médiocre, on va dire, on va utiliser ce mot-là, pour se sentir supérieure, pour sauver les autres, pour être la meilleure dans toutes les personnes qu'elle connaît, parce que c'est flatteur, parce qu'on se sent plus intelligent, on se sent meilleur, quoi, tout simplement. Et c'est aussi un piège parce que ça vient flatter notre ego et c'est confortable. Mais il y a 2 autres citations que l'on dit et que j'aime bien. La première, c'est: «Si vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce». Et la deuxième: «Si vous observez les personnes de votre cercle et que vous ne vous sentez pas inspiré, vous n'avez pas un cercle, vous avez une cage». Voilà, à bon entendeur. Petit 2. Après ce scan, objectif de votre environnement, faites le ménage, faites du tri au niveau, relationnel déjà et ça inclut, hein, le monde digital dans lequel on passe beaucoup de temps souvent. Ça ne veut pas dire d'éjecter les gens de votre vie. Ne soyez pas, dans les extrêmes et radicales, sauf si vraiment ces gens sont pas bons pour vous et que vous avez ouvert les yeux, que vous vous en rendez compte et que vous avez, réalisé aussi que vous restiez amis ou en contact avec ces personnes par loyauté ou par culpabilité. Travaillez là-dessus avec vous-même, mais en tout cas, dans les relations que vous remarquez qui vraiment ne vous portent pas vers le haut, mais qui pour autant vous aimez passer un peu de temps, avec ces personnes, de temps à autre, posez des limites si vous c'est pas déjà fait, posez plus de limites. Choisissez plus attentivement à qui vous donnez votre énergie parce que vraiment elle est précieuse votre énergie, je vous le jure, elle est précieuse votre énergie. Préservez-la, arrêtez de la distribuer à tout le monde sans rien attendre en retour. Sur les réseaux, désabonnez-vous des gens qui vous insécurisent ou qui vous épuisent. Mettez de la distance avec les relations, éponges, celles qui vous drainent, celles qui vous vampirisent ou tous ceux qui minimisent tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, qui ne vous encouragent pas, dans vos ambitions et qui essaient juste, souvent inconsciemment, de vous maintenir dans la version de vous qu'ils ont toujours connue parce que ça les rassure. Parce que suivre ses rêves, suivre ses ambitions, changer de cap, travailler sur soi, réaliser ce qu'on s'est dit qu'on voulait réaliser, ça peut rendre mal à l'aise certaines personnes parce que ça vient les faire travailler en miroir sur elles-mêmes, sur leurs propres rêves qu'elles ont mis de côté et sur leur potentiel endormi et ça peut venir les chercher profondément là où elles n'ont pas envie de creuser parce que quand on commence à travailler sur soi, ça implique de faire remonter des choses à la surface, de prendre des décisions qu'on laisse traîner, ça amène du nouveau, du changement et on n'est pas câblé par défaut pour sortir de notre zone de confort. Donc, dans notre besoin d'appartenance, on va souvent chercher à être avec des gens qui nous ressemblent, qui sont pas plus hauts forcément,
Ça dépend, voilà, des états d'esprit de chacun et de la vie qu'on a envie de mener, mais on peut avoir, tendance, voilà, à rester dans des environnements, sociaux qui sont confortables. Donc attention à ça. Petit 3, bah, choisissez à l'inverse un entourage qui incarne ce que vous voulez devenir. En 2021, je me suis formée à la PNL, la programmation neurolinguistique, et dans la PNL, il y a de la préparation mentale, de la visualisation positive, enfin il y a plein de choses, et on entend souvent dans la sphère développement personnel, slash entrepreneuriat, que c'est important de visualiser ses objectifs, mais surtout la personne que l'on doit devenir, la posture que l'on doit incarner pour atteindre ses objectifs. Et c'est tout simplement pour insérer dans notre système la vie que l'on a envie de se créer, qui n'est pas encore là matériellement, qui n'est pas palpable, mais énergétiquement, on peut déjà y aller, on peut déjà faire un saut vers ça, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc c'est à nous de venir insérer, si vous voulez, des scénarios que l'on veut voir se réaliser et de ne pas le faire qu'une seule fois, mais de le répéter cet exercice parce que le cerveau aime la répétition. Et du coup, vous entourez de personnes qui sont déjà là où vous aimeriez être. Oui, ça risque d'être challengeant, ça risque de vous confronter à des choses que vous n'avez pas encore réalisées alors que vous auriez aimé, alors que vous vous étiez dit que vous l'auriez fait. Et ça va être important de prendre du recul, de pas sans cesse vous comparer dans la négative et en fait, ça va venir vous booster de ouf si vous savez voir tout ça avec positivité, avec tous les enseignements que ça vous apporte, mais vous allez faire votre ascension, en fait, tout naturellement. Tout simplement parce que vous allez avoir sous vos yeux des personnes qui l'ont fait et vous allez avoir sous vos yeux que c'est possible. Ça ouvre des horizons et on se dit que d'autres y arrivent, alors nous aussi, il y a pas de raison. Essayez, vous verrez, mettez votre ego de côté, apprenez un max auprès de ces gens-là, et vous allez arriver à leur niveau, il y a pas de raison. Donc attention, tout de même à ce que ce soit des personnes que vous connaissez dans la vie réelle, que vous pouvez côtoyer dans la vie réelle, parce que dans le virtuel, on peut vous vendre ce qu'on veut et on peut surtout vous vendre une image idéalisée, garder un esprit critique, toujours. Et petit 4, dites-vous que vous êtes avant tout vous-même votre propre environnement ressource, d'où l'intérêt de prendre soin de vous, d'être cohérent entre ce que vous voulez et ce que vous faites chaque jour, avec vos habitudes quotidiennes. On ne cherche pas la perfection, mais la cohérence, la congruence. La discipline, c'est un acte d'amour, c'est pas une punition. Et non, elle n'est pas facile car ça demande chaque jour de faire des choix alignés et j'en sais quelque chose. Respectez-vous, nourrissez-vous sur tous les plans et de ce qui est sain et positif pour vous. Votre vie prendra une autre direction, votre fréquence vibratoire sera différente et ça va impacter fatalement l'environnement extérieur et les opportunités, les rencontres que vous ferez. Mettez un plan en place. Si tout ça, ça vous parle, ne sortez pas de cet épisode en vous disant oui, faut que je le fasse. N'attendez pas. Écrivez sur papier vos engagements envers vous-même. Commencez par une micro-action, une seule, mais répétez-la jour après jour. Et petit à petit, transformez ces habitudes et ces comportements malsains qui vous collent à la peau, qui procurent une sensation, une illusion de plaisir immédiat et qui vous ont sûrement aidé à survivre pendant longtemps mais qui aujourd'hui et sur le long terme vous détruisent et vous éteignent. Voilà pour cet épisode sur l'environnement et sur l'impact que ça a sur notre vie, sur notre psyché, sur nos réalisations personnelles et tout simplement l'état de notre vie. Vous savez, je vais vous faire une confession. Il y a une semaine de ça, j'étais en voiture, un trajet long, et j'aime bien en fait parce que je trouve que c'est très méditatif. J'ai le temps d'être avec moi-même et de penser. Et j'ai verbalisé cette phrase, j'aime pas ma vie en ce moment. Le en ce moment, il est très important. Ça évite d'englober la totalité de sa vie en mode drama, alors qu'en fait, c'est juste une période. Et ça m'a fait du bien de verbaliser ça, même si j'étais toute seule avec moi-même, parce que c'est l'acceptation. C'est arrêter de lutter contre une situation qui est certes temporaire, mais qui me détruisait à petit feu. Je le voyais, je m'observais, hein, je me reconnaissais plus. Et du coup, à partir de là, on parle de la semaine dernière, hein, c'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai dit je me reconnaissais plus, on parle de la semaine dernière. Entre-temps, j'ai passé un week-end avec des amis, je suis retournée à Annecy, j'ai vu des copines. Là, j'ai vu ma flamme se raviver, raviver, je me suis reconnue à nouveau. Je me suis dit là, tu redeviens toi-même. Et d'ailleurs, dans une semaine, je repars sur Annecy et je sais que ce changement va me faire du bien. Et du coup, à partir de là, ça a cliqué dans ma tête, dans moi, parce que je me suis dit, je suis la seule à pouvoir changer ça. Je dois bouger, ça doit changer, et pas dans 6 mois, maintenant. Et mon état d'esprit a switché, et à partir de là, les planètes se sont alignées. J'avance, pas dans quelque chose de très stable pour l'instant, mais je bouge, il y a du mouvement.
La stagnation a été nécessaire pour aller chercher en moi les ressources dont j'avais besoin pour les prochains mois, les prochaines années. J'ai compris pourquoi il m'est arrivé tout ça. Je suis mon cap et c'est nous-mêmes qui nous sauvons et sur le chemin, vous avez des âmes pour vous soutenir, vous aider, vous tendre la main. Elles sont précieuses parce que les anges gardiens ne sont pas invisibles. Des fois, ce sont tout simplement et souvent des êtres humains que l'on connaît et qui nous tendent la main et qui nous offrent des solutions et des fois, ça fait vraiment du bien. Donc je me remercie ces personnes qui sont sur mon chemin. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous et bon long week-end de ce premier mois de mai.